Ouais, pour moi. Oui, celui-là. On va se mettre là. Jusqu'ici, ça va. Je vais vous faire une surprise et pas vous le dire. Vous allez bien? Oui. Vous allez bien? Messieurs et mesdames, bonjour, rebonjour. En tout cas, merci à notre député de pouvoir nous permettre, à l'Assemblée nationale, de nous organiser pour parler justement Afrique. Afrique est d'une manière assez performante dans le sens où nous allons parler de croissance partagée. Alors, je vais vous faire juste un petit résumé de ce qui s'était passé, comment c'est né. Croissance Peace est né en Chine, de la réunion, de la discussion de 25 ambassadeurs qui étaient réunis à l'ambassade du Togo et avec lesquels nous essayions de trouver une solution pour prendre à la fois le meilleur de ce que les Chinois pouvaient apporter à l'Afrique, le meilleur de ce que les Français avaient apporté à l'Afrique, et essayer d'en éviter de tomber dans les travers négatifs. D'où l'idée de créer à l'époque le Croissance Peace, qui était croissance partagée entre Afrique, Chine et Europe. Alors le concept a évolué, on est plus dans la croissance partagée multilatérale. La Chine existe toujours, puisque, vous le savez, tout comme moi, c'est plus de 30% du chiffre sur l'Afrique. Mais on est en train de développer sur un certain nombre de concepts qui sont différents, dont celui dont nous allons parler aujourd'hui, qui est le CIP, partenariat privé-privé, performé par le public. Alors, une petite explication. Je vais vous faire une différence, si vous voulez, entre le PPP, le partenariat public-privé qui existe et qui donne un certain nombre de résultats, et le CIP, donc le PPP-PPP. Le PPP, donc le partenariat public-privé, permet au secteur public d'être le moteur. Et donc c'est lui qui instigue tout, qui initie quasiment tout et qui choisit les privés. Le partenariat privé-privé, lui, a pour vocation à rendre moteur l'entreprise, facilité par le public. C'est-à-dire que dans ce cas-là, nous avons un secteur public qui va contribuer, qui va aider, qui va faciliter tout ce qui concerne les accords entre les privés. Donc le leader, dans un sens, avec le PPP, c'est le secteur public, et le leader pour le CIP, c'est le partenariat privé-privé, qui est à la fois un partenariat privé d'entreprises africaines, Afrique-Europe, Afrique-Asie, etc., etc. Et donc, cela nous permet de pouvoir avoir des solutions ou des accords qui donnent à ces échanges quelque chose de plus constructif. Les privés sont à la source d'un certain nombre de constructions et donc ont l'idée de savoir exactement ce qui doit se passer. Voilà. Donc à partir de là, on va parler suivant différents thèmes, comme l'agriculture tout à l'heure, la pêche, les infrastructures maintenant, de ce que peut apporter ce partenariat privé-privé, donc performé par le public, et donner notamment toute cette force à cette nouvelle conception qui a été appuyée et soutenue par les Africains, puisque nous avons eu de larges réunions avec des Africains qui voulaient faire évoluer le partenariat entre le public et le privé, pour des raisons diverses et variées, notamment le CIP permet d'avoir moins de corruption. Le CIP permet de faire monter des PME et des ETI. Le CIP a un certain nombre d'avantages que ne revêt pas, que ne porte pas le PPP. Et donc le complément entre les deux apportera aux moteurs que sont les entreprises en Afrique quelque chose de fondamental.
Monsieur le Premier ministre, Monsieur Lansana Kouyaté, vous allez avoir le privilège, la difficulté, mais pour nous c'est un grand honneur de nous avoir avec vous et de pouvoir vous exprimer sur les infrastructures, le partenariat privé-privé avec les infrastructures. Je rappelle que Lansana Kouyaté est l'ancien Premier ministre de Guinée et que sa vision en tant qu'homme d'État lui permettra, je l'espère, de pouvoir mettre en action tout ce qu'il a souhaité penser et organiser. Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Les infrastructures en Afrique, ce qu'on leur donne comme importance ne diffère nullement, ne doivent nécessairement pas différencier de l'importance qu'on leur donne ailleurs. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans infrastructure véritable. Qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de l'eau, des routes, chemins de fer, dans le transport, les ponts et chaussées, comme je l'ai dit, ports maritimes, ports fluviaux, ports secs. Quel que soit le domaine qu'on prend, l'infrastructure est nécessaire. Mais pourquoi avoir fait tant de temps sans consacrer le maximum d'efforts à ces infrastructures en Afrique? N'oublions pas notre histoire. L'Afrique est rentrée dans la période des indépendances pratiquement à la fin, enfin au milieu du XXe siècle. Et à la fin, la guerre froide s'est terminée, était finie. Au début, aspiré par la bipolarisation Est-Ouest, je crois que les premiers dirigeants n'ont pas eu le temps de réfléchir véritablement sur comment aborder l'économie. Parce que le monde était dominé par des débats idéologiques où des grands débats se faisaient sur toutes les plateformes avec chacun défendant son camp. Ce temps est révolu. Et aujourd'hui, nous sommes maintenant à un moment où il faut poser les jalons véritables d'un développement qui part des infrastructures. Mais quand on parle d'infrastructures, Ludovic Emmanuel l'a rappelé, on a pensé d'abord partenariat public-privé. C'était un public, c'était un moment où le privé n'était qu'un embryon de privé. Comme je le disais toujours, il fallait privatiser le secteur privé africain, parce que c'était le secteur privé du secteur public. Et tous les liens avec l'État, tout ce que le privé obtenait, c'était avec l'État. Les importations, les exportations, les commandes de l'État, c'est ce qui faisait la trame des activités du secteur privé. Ce temps est révolu. Et je crois qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des groupes africains qui naissent, qui donnent espoir et qui commencent à être de plus en plus nombreux. On ne peut pas les citer tous, mais je peux me hasarder à citer le groupe Dangote dans le ciment. Dangote a commencé par être importateur de ciment à partir du Brésil. Donc il faisait le négoce de ciment et il a pris l'expérience là-bas. Parce que l'expérience se prend toujours quelque part. Et c'est ce qui fait le fondement de croissance PIS, comme Ludovic l'a dit, ces partenariats entre Afrique, Chine et Europe. Mais ça fait, on pense que c'est de l'anglicisme, alors que ça a bien un sens. Dangote a pris là-bas l'expérience et il a implanté, à partir de cela, il a implanté une usine au Nigeria. Aujourd'hui, il franchit les frontières du Nigeria. Il y a beaucoup d'endroits où il a dû implanter des usines de ciment. Il est dans l'agroalimentaire aussi. Je peux citer Biopharma du Cameroun, qui est en train de pénétrer les marchés africains. Je peux citer
Combien d'entreprises dans ce ordre? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qu'il s'agisse des banques, Attijari ou Wafa du Maroc, qui est en train de pénétrer un peu partout en Afrique. Cela était impossible auparavant. Dans le domaine des mêmes banques, vous avez encore d'autres entreprises kenyanes, rwandaises, qui sont à l'affût des marchés. Chaque jour, ça se crée. Donc, l'Afrique a cette capacité. Oui, les privés ont commencé à sortir de leur zone limitée qui était atrophiée par l'État. Maintenant, ces entreprises privées se libèrent. J'ai vu et j'ai entendu des gens dire « Oui, mais le management de ces entreprises est toujours mixte. C'est des Africains, soit qui sont nés ici, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Aucun pays n'a échappé à ça. Le développement américain, c'est le produit de l'Europe et de l'Afrique. L'Europe par le know-how, la technologie, et l'Afrique par la main-d'œuvre. L'Europe brisée, cassée, après la Seconde Guerre mondiale, il a bien fallu le plan Marshall pour réveiller cette Europe-là. Le Japon, les pays asiatiques, c'est le produit à la fois de l'Amérique et de l'Europe. Donc ça tourne. On n'a aucun complexe à se faire là-dessus. Que ceux qui dirigent prennent leur connaissance d'ailleurs, c'est ce qui est souhaité parce que la connaissance, elle est comme l'air, ça circule. Quand on connaît et quand on veut apprendre, on se rencontre fatalement. Donc, cela ne doit pas du tout inquiéter. Mais ce qui est absolument important, ce sur quoi il faut insister, c'est les CIP. Privé, performés par le public. Les États ne doivent plus avoir peur du privé. Et l'inverse non plus. Les privés ne doivent pas avoir peur du public. Ça doit être un partenariat véritable. L'État est nécessaire. Parce que quand on le dit, on pense qu'on a relégué l'État au second plan. Non. L'État a un travail d'équilibre. Il y a beaucoup de conflits qui se passent en Afrique, dus essentiellement à la marginalisation d'une ou de plusieurs régions au profit, n'est-ce pas, d'un concentré dans soit la capitale, soit l'endroit, en tout cas, où se trouvent les décideurs. Et c'est dommage. Je peux vous citer beaucoup de cas, mais ce n'est pas la peine de citer nommément parce que c'est un cas, ce sont des cas qu'on a vécus. On entend le Nord se révolte contre le Sud. Ces problèmes, n'est-ce pas, de concentration des pouvoirs économiques dans un lieu et non sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est absolument important que ce partenariat privé-privé prenne corps. Et c'est en train de prendre corps. Parce que ces privés-là dont j'ai parlé dans le domaine de l'agroalimentaire, du ciment, de la pharmacie, de tout ce qu'il y a comme même infrastructure, il y en a peu, mais dans le domaine des infrastructures, les routes par exemple, on en a aujourd'hui en Afrique. Le Burkina avait un entrepreneur qui n'a pas fait un jour d'école. J'ai oublié son nom, mais paix à son âme, il semble qu'il soit décédé. Pardon? Kanazoué. Mais c'est un exemple de courage. Il a entrepris, n'est-ce pas, de faire des travaux d'infrastructure routière. Et il a réussi. Il était présent sur tout le continent africain presque, en tout cas de l'Ouest. Et cela donne du courage. Les Africains n'ont pas à avoir de complexe. Le temps est arrivé, puisque nos jeunes ont appris ailleurs, de les amener chez nous. La diaspora joue en cela un rôle éminemment important. Parce que, comme je le dis, si au football, quand on jouait contre l'Europe, c'était des scores fleuves. Mais nos footballeurs sont venus ici. Ils ont appris ici. Maintenant, je ne crois plus que ces scores fleuves soient possibles entre les équipes africaines et les équipes européennes. C'est la même chose pour la NBA. La NBA, l'Amérique Dream Team, mais les Européens n'avaient pas commencé encore à envoyer les leurs là-bas. Il y en a qui sont partis, de France, et puis de Grèce, et puis de je ne sais où. Et l'écart s'est rétréci. Donc c'est par ces compétitions, c'est par ce frottement
c'est par ces contacts entre les différents continents que le développement de l'Afrique, n'est-ce pas, sera réel. Je ne veux pas terminer, parce que je ne veux pas lui donner le temps de faire remuer sa main, je ne veux pas terminer sans parler de la Chine, qui crée espoir, qui crée angoisse, qui crée parfois frayeur. Je peux dire, oui, la Chine investit en Afrique, massivement. Ludovic a parlé de 30%, je crois que ça va même au-delà. Ça va au-delà. Et c'est un appétit effréné. Quand on fait les lectures des réactions, il y a des mots qui viennent, qui tendent à mettre en doute cette capacité. On a parlé de la Chine qui fait main basse sur le port de Mombasa, alors que c'est un investissement comme un autre. Et le président Uhuru Kenyatta a répondu que c'est dans le cadre d'un accord de partenariat où les règles du jeu sont respectées minute par minute. Cela suffit pour faire comprendre qu'il y a beaucoup de frayeur que ça crée. Mais je dirais tant mieux pour l'Afrique. Tant mieux parce que ça entraîne d'autres concurrences. Ça se joue entre les grands. Je suis certain que le président américain n'aurait même pas fait un premier tour maintenant en Afrique, n'eût été l'implication de la Chine. Je parle très ouvertement, sans langue de bois. Mais on compare ce qui est comparable. L'investissement chinois en Afrique dépasse l'addition des investissements traditionnels de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, de l'Europe et du G8. Tout se réunit. Ce que la Chine met aujourd'hui en Afrique est de loin supérieur. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, si la qualité des infrastructures n'est pas bonne, il appartient aux Africains de défendre leurs intérêts. Parce qu'il y a eu des endroits où on a vu des murs très fissurés très rapidement. Il y a eu des vis cachés. Mais pourquoi ne prenons toujours pas la sagesse de donner, d'ouvrir à la Chine, mais en même temps de mettre un système de contrôle de qualité qui réponde? On est responsable après tout. Et ça sera à la tête du client en définitive. Là où ils sont bien encadrés avec, n'est-ce pas, un contrôle de qualité inévitable, ils feront du bon travail. Mais là où ils ne le sont pas, peut-être qu'ils feront n'importe quoi. Et c'est gagnant-gagnant, mais chacun veut gagner un peu plus. Alors, voilà, mesdames, messieurs, je ne veux pas trop, je répondrai aux questions. Sinon, les grandes infrastructures qui sont déjà faites, la liste est longue. N'oublions pas que l'Union africaine a signé avec la Chine, je ne sais plus s'il y a de cela une année, un accord permettant de relier toutes les capitales africaines par autoroute. C'est immense. Est-ce que ça sera possible? En tout cas, les études ont commencé, les démarches ont commencé. Si cela peut entraîner les autres acteurs classiques à venir, à continuer, parce que c'est ensemble que nous allons bouger. Et en espérant qu'il y aura des questions auxquelles je pourrai répondre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre, toujours aussi brillant. Et quand vous le connaîtrez, non seulement sur le plan des affaires d'homme d'État, il connaît, mais il a une culture aussi intellectuelle sur l'Afrique qui est passionnante. Il m'a raconté des choses qui sont absolument passionnantes. Bonjour, donc Gaston Massala, ingénieur civil au ministère des Armées en France. J'ai une question pour Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre. Vous avez évoqué les bonnes pratiques sur les qualités des infrastructures qu'on construit en Afrique. Et donc, ma question, c'était de savoir si vous avez envisagé de mettre en place un guide de bonnes pratiques pour le contrôle et l'évaluation de ces infrastructures, à faire appliquer
dans ces différents pays où on va construire ces infrastructures? Merci. On va répondre très rapidement, mais comme on m'a posé une question tout à l'heure, je vais essayer d'être le modèle pour faire une réponse rapide. Comment la croissance PIS peut se développer? On est en contact avec un certain nombre d'entités institutionnelles comme l'Union africaine, l'ensemble des ambassadeurs, qu'ils soient africains, hein, en Chine, en Afrique, en France, pour leur expliquer un peu à quoi consiste la croissance PIS, donc la croissance PIS par la paix, et notamment le partenariat privé-privé performé par le public. On est en train de lancer des opérations, on est en train même de voir d'éventuellement écrire une charte ou un bouquin là-dessus pour bien expliquer les tenants, les aboutissants, et pour former à ce partenariat privé-privé qui est un moteur et qui permettra aux entrepreneurs dans l'âme, aux jeunes, de se développer et de travailler pour leur continent et pour le monde entier, parce que l'Afrique, comme vous le verrez tout à l'heure, je vous ferai une allocution, on explique bien que l'Afrique, ça va être peut-être le hub du monde prochainement. Donc, il faut bien le travailler. Donc, on passe outre le contact bilatéral, plutôt sur le multilatéral. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'ONG. Je vais me permettre de vous lancer quand même une ONG que nous avons créée qui s'appelle Maîtres-nageurs sauveteurs sans frontières, qui consiste à former des maîtres-nageurs sauveteurs en Afrique. Pour vous dire, il y a 400 000 morts par noyade dans le monde. Je ne vous parle pas des émigrés et autres, hein, des 400 000 morts. Il y en a environ la moitié en Afrique. L'idée de cette ONG que nous avons créée, c'est de former des maîtres-nageurs africains qui pourront apprendre à nager et donc à ne pas couler aux petits Africains, aux adultes, et donc ça permettra à la fois de créer un climat éducatif, ça sera du social, ça sera de l'emploi, ça sera du tourisme, ça sera tout un tas de choses. Et on en a marre, et je reviens sur ce que disait Madame Touré, quand je discute avec des femmes sur le fait d'apprendre à nager aux enfants, les femmes sont à fond là-dedans, et les hommes ont une tendance qui est moins véhémente sur le sujet. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous faire une conclusion rapide, hein. Je sais que vous êtes intarissable, mais c'est très très intéressant, mais là on est... Je laisse le soin au président de conclure, mais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est le monsieur qui a posé une question sur le micro. Si croissance PIS, si croissance PIS peut élaborer un guide de bonnes pratiques pour la création des infrastructures et leur maintenance, si j'ai bien compris, c'est ça. Je crois que l'infrastructure se définit comme étant des éléments qu'on connecte, qu'on met ensemble pour donner le support à une structure. Et il ne faut jamais concevoir la structure avant de savoir d'abord combien coûteront les éléments qui sont en dessous. C'est comme construire une maison et sans faire attention à tout ce qu'il y a comme relation entre la simple ampoule qui s'allume et le mur, et du mur au soubassement. Quand une ampoule est gâtée, il faut enlever. Parce que si vous n'enlevez pas, c'est après la douille qui sera attaquée par la rouille. Et après, c'est le fil. Dès que le fil est touché, le mur est touché. C'est un travail d'ordonnancement. La maintenance coûte de l'argent, autant que construire. Donc, toutes ces infrastructures qu'on bâtit, il faut savoir déjà qu'on doit les maintenir. Et savoir avoir des provisions pour ça. Là où il y a des zones où la pluviométrie est forte, quand vous faites des routes et que vous ne pensez pas à la couche de bitume que vous devez mettre, mais vous faites de façon superficielle, alors soyez sûr que votre route ne tiendra pas. Il faut penser à tout ça. Ce que Croissance puisse faire, on peut bien faire, un guide, mais je crois qu'il appartient à chaque État, chaque fois qu'une infrastructure doit être construite, et même entre les privés, de penser à la maintenance. Maintenance en amont, maintenance en aval, maintenance parce que c'est ce qui fait que le bâtiment, peut-être qu'on est dans un bâtiment qui a déjà plus de combien de siècles, je ne sais pas, mais c'est grâce à la maintenance qu'il n'y a pas de vieilles choses. Il y a des choses qu'on entretient. Et tout ce que vous abandonnez, vous abandonne. Voilà la vérité. Bon, il y a Madame Kofi Noël
qui... voilà, il y a Mme Kofi Noël qui a dit que la mort en Méditerranée, croissance plus pour faire endiguer ces mouvements migratoires. Grosso modo, c'est cela. Et pourquoi les gens procèdent à cette migration massive? La migration n'a jamais cessé, en fait. C'est même, je dirais, la trame de l'histoire. Mais la façon dont ça se passe aujourd'hui, ça vient de plusieurs causes, comme vous le savez. Premièrement, le développement d'un pays stabilise sa population. Moi, je venais ici en Europe, ça fait des années, et je trouvais dans des hôtels certains travailleurs manuels qui venaient d'autres pays, qui n'étaient pas européens, qui n'étaient pas encore membres de l'Union européenne. Mais ces pays, après avoir intégré l'Union européenne, et après que leur élan a été pris, quand on vient maintenant dans ces hôtels, on ne voit plus ces mêmes personnes. Le développement fait un retour. Les Chinois d'Allemagne, demandez au gouvernement allemand, ils vous diront. Beaucoup de Chinois en Allemagne sont en train de retourner en Chine. C'est la vertu du développement. Et je crois que ça, c'est une des raisons. Et c'est à cela que nous proposons, on cogite sur ces différents partenariats pour que le poids pour les États ne soit pas trop lourd, surtout que, comme l'a dit tout de suite Madame du Togo, les États sont ce qu'ils sont. Mais j'en reviendrai à ça tout de suite, et je crois que j'utilise ça comme conclusion après. Mais il y a autre chose. Au moment où nous parlons, les gens sont en train de mourir encore par la guerre en Libye. Le général Farage a décidé de rompre la trêve et d'aller à Tripoli. On rompt la trêve parce qu'il y a guerre. Il y a eu la guerre parce qu'il y a eu des causes à la guerre. Quand on s'engage dans des actions comme ça, il ne faut pas analyser à court terme. Il faut toujours aller au-delà. Après, qu'est-ce qui peut venir? Et ce qui vient aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est pire qu'avant, mais c'est tout comme. Ce sont des hommes qui meurent. Des guerres sont créées dans certains pays avec pour conséquence l'envoi massif des pauvres innocents de ces pays vers l'Europe. Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas qu'au niveau seulement du développement. Il faut assurer le développement. Mais s'il y a développement et qu'il y a guerre, nous héritons d'un système très difficile. Les mêmes ethnies, une même ethnie peut être repartie sur 4 pays, 5 pays. Les Guillots du Libéria, c'est la même chose que les Mano de Guinée, c'est la même chose que les Yakuba de Côte d'Ivoire. C'est le même peuple. Quand les Guillots au Libéria ont des problèmes, les Mano de Guinée se sentent concernés. Les Yakuba de Côte d'Ivoire se sentent concernés. C'est pourquoi les guerres vont facilement d'un pays à l'autre. Donc, c'est pour vous dire que c'est un problème qui doit être vu sous tous les angles. Sous l'angle économique, c'est vrai, Croissance Plus apporte ses réflexions. Mais encore une fois, il faut savoir gérer avec beaucoup de pédagogie comment les États, comment les privés vont adhérer à tout ça pour assurer la bonne croissance, le bon développement. Pour Madame du Togo, vous avez raison. La démission de l'État, les remplacer par les ONG, c'est d'abord pas général à toute l'Afrique. Il faut le reconnaître. Il y a des pays vertueux. Sur 500 universités du monde qui font de l'innovation leur affaire, il n'y a que 3 pays africains et qui se trouvent dans les 400 et quelques. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'île Maurice, c'est le Kenya. Vous pouvez visiter tous les trucs. Vous ne trouverez aucune autre université. Comment on peut se projeter dans l'avenir si on ne pense pas à l'innovation, si on ne maîtrise pas cela? Il y a des pays qui le font. Le Botswana est un exemple de gestion. Tout le monde le reconnaît. Parce qu'ils ont mis en place des mécanismes contre la corruption.
les pays qui le font le réussissent. L'État-nation est né dans des conditions particulières de l'histoire. Et je ne suis pas certain que ces États-nations vont disparaître de sitôt. Et qui parle d'État-nation parle de l'ensemble, il y a un gouvernement. Alors, vous avez raison. Peut-être que si on soutient trop des gens qui, au lieu de construire en poche, il est sûr qu'on aboutira au résultat que vous avez au Togo. Je vous remercie. Merci. En tout cas, merci à notre table ronde. On va passer à la seconde. Entre-temps, on va se prendre une petite photo tous les 6. Mesdames, Messieurs, vous tous en vos grâces et qualités, donc je serai bref. Je suis président de la Ligue universelle du bien public, qui est une vieille dame qui date de 1465 sous Charles le Téméraire. Elle a progressé, elle s'est appelée Ligue républicaine du bien public après la Révolution, puis Ligue internationale du bien public, et maintenant elle est revenue avec Ligue universelle du bien public. Enfin voilà, donc le but ou les buts, c'est tout simplement honorer tous ceux qui respectent le bien public dans le monde, puisque nous sommes des premières ONG de l'ONU de 1948, et en 2010, c'était l'année de l'ONU pour justement le bien public. Alors il y avait les éléments de la Terre, bien sûr, mais ils ont augmenté en 2010 avec le droit à la communication et le droit aux soins, à la médecine, enfin sous toutes ses formes. Donc, sous l'égide de notre cher Ludovic, il nous a proposé quelqu'un pour ce soir, dont je vais faire un bref résumé, parce que je suis toujours pour les discours les plus brefs, ce sont ceux qu'on retient le plus. Voilà. Eh bien, j'appellerai Monsieur Lansana Kouyaté. Si vous voulez bien. Eh bien, Monsieur donc Lansana Kouyaté est de nationalité guinéenne. Il était donc ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire donc en Égypte, Liban, Jordanie, Soudan, Turquie, en Syrie, avec résidence au Caire. Et donc, je crois que beaucoup de monde le connaît sur l'Afrique. Il est également ambassadeur représentant permanent de la Guinée auprès de l'ONU, vice-président du Conseil économique et social de l'ONU, qui est l'ECOSOC. Donc, je passerai sur ces nombreuses fonctions. De toute façon, je mettrai cela en ligne sur notre site. Après, vous verrez Ligue universelle du bien public et vous verrez la totalité. Parce que on est en fin de journée, c'est fastidieux, mais il mérite quand même qu'on le décerne et qu'on mette quelques lignes. Alors, son attachement est surtout pour ce qu'on appelle les règlements à l'amiable. Il a passé beaucoup de temps entre les pays qui étaient en opposition et même en guerre, à régler les problèmes. Il est pour la médiation. C'est un homme déjà de médiation. Pour l'Afrique, il s'est également battu pour l'association des femmes de l'Ouest, la FAO, l'association des femmes d'Afrique de l'Ouest, avec une impulsion, comme on dit, jamais égalée. Ensuite, je passe. Vous avez été à l'organisation de la zone monétaire également, et puis sur tous les règlements sur la libre circulation des hommes et des biens, donc par la création d'un passeport CEDEAO qui est aujourd'hui émis par tous les pays membres. Vous mettez en place également le Parlement et la Cour de justice de la CEDEAO, institution prévue donc pour qui était en 1975 par le traité donc de la CEDEAO. Ensuite, vous avez été secrétaire en 2007 par le secrétaire général de la francophonie. Vous avez été désigné comme un représentant dans le comité de médiation, donc encore la médiation opposant avec Olivier Stirn, donc notre ancien ministre français. Bon, je vais passer parce que sinon il a un palmarès tellement énorme que voilà. Également, il a expérimenté donc l'éclairage public par l'énergie photovoltaïque.
qui est également mise en place d'un fonds de plusieurs milliards pour l'emploi des jeunes dans l'auto-entrepreneuriat, ce dont nous avons beaucoup parlé tout à l'heure, avec un encadrement donc garantissant la durabilité par la bonne gestion. Nous y voilà encore pour les bonnes gestions. Également, donc, vous avez conçu un programme de réinsertion sociale des personnes porteuses de handicap avec l'octroi de matériel susceptible de faciliter leur mobilité dans les mesures pratiques pour effacer les complexes et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, la Ligue universelle, tous les ans, et notamment avec notre marraine Nicole Ricard présente, nous occupons des enfants handicapés. Nous faisons donc à tous une noble faire voler environ 112 enfants des hôpitaux de Bray, Necker et autres, ainsi que de nombreuses places de cirque. Voilà, nous sommes très attachés à l'handicap, parce qu'on ne pense jamais assez à eux. Merci, monsieur. Alors aujourd'hui, vous êtes président du parti donc, de l'Espoir pour le développement national. Donc, pour continuer vos activités de rassemblement autour de l'Union des Guinéens pour l'émergence d'une vraie nation, la promotion des droits de l'homme et la promotion des femmes. Parallèlement, vous avez bâti de votre propre chef des forages dans les villages. Également, donc, vous avez fait des dons aux différents lieux de culte et la réhabilitation de ponts et d'actes pour désenclaver donc, les villes et villages. Bien, pour tout cela, Monsieur Lansana Kouyaté, la Ligue universelle est honorée de vous remettre son diplôme et sa médaille d'or. Il y a le... Monsieur le député, mon cher Ludovic, Monsieur le président exécutif de la Ligue universelle du bien public, je serai bref, très bref, parce que l'émotion tue le réflexe de la parole. J'ai reçu des médailles. Mais ces médailles que j'ai reçues, je les ai reçues avec joie, une certaine joie contenue. Je reçois cette médaille avec une joie un peu angoissée. Être inscrit sur la liste de récipiendaires tels que vous l'avez dit, tels que John Fitzgerald Kennedy, Sir Winston Churchill, et il y en a d'autres que vous n'avez pas cités, et ils font légion, Abbé Pierre, bien sûr, Joséphine Baker. Je crois que la récompense devient une charge. Charge de faire comme eux, de tenter au moins, pour le peu de temps qui nous reste sur cette terre, d'essayer de les imiter. Mais c'est un parcours. Il est long, il est exaltant, mais il est difficile. Mais soyez sûrs que ma devise est qu'on ne se repose que du jour dernier de sa vie. Le repos n'est pas permis. Il faut travailler pour rendre l'humanité plus joyeuse, pour rendre le monde et l'univers plus convivial. Tous ceux qui rêvent à cela doivent se reconnaître en cette médaille qu'on m'a décernée. Je pense à mon épouse, aux enfants, à ma mère qui m'a quitté. Je vais m'arrêter là, je vous remercie. Merci encore pour cette journée, merci encore à monsieur le député. Nous avons eu des thèmes variés, mais je pense très intéressants. Nous pourrons, j'espère, continuer dans cette action et travailler
en croissance partagée, en intelligence partagée et j'espère, le mieux encore, en vie partagée. Merci. Mesdames et messieurs, Monsieur le Premier ministre, cher Ludovic, de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a rapporté, notamment Ludovic et Monsieur le Premier ministre, les échanges ont été riches, se sont bien passés, et donc nous pouvons d'ores et déjà nous projeter sur une nouvelle étape l'an prochain, une troisième session, et je vais reprendre les mots que tu disais il y a quelques instants. L'an prochain, l'édition de Croissance Plus aura lieu à quelques semaines d'un événement important qui a été annoncé par le président de la République il y a quelques jours, qui sera le sommet Pékin plus 25. Eh bien, pourquoi pas alors dans cette édition mettre effectivement au cœur de la croissance partagée la place des femmes et avoir une réflexion sur la journée qui sera proposée sur cette priorité de ce début de siècle et sur lequel nous devons toutes et tous être engagés très fortement, mobilisés. Et donc je pense que ce cadre de réflexion partagée, de rencontre, de partage croisé, de regards qui s'apportent les uns et les autres, je pense que nous pourrions réfléchir sur cette thématique, mais ça, je te laisse, cher Ludovic, le soin de préparer et de soumettre. L'an dernier, c'est ce que nous avions fait. Exactement. Tu m'avais effectivement associé aux réflexions. Et donc, pourquoi pas l'an prochain, en tout cas, je te soumets cette réflexion, puisque la conférence Croissance Plus se déroulerait entre la semaine de la Commission de la condition de la femme à l'ONU et le grand événement Pékin plus 25 qui devrait, je pense, là aussi nous réunir les uns et les autres à Paris, courant juin ou courant septembre. Je crois que la date n'est pas encore fixée, mais où nous pourrions avoir en amont un temps d'échange, de réflexion, de mobilisation aussi sur toute une journée courant avril. En tout cas, vous pourrez compter sur moi pour vous accompagner, vous aider dans l'organisation de cet événement qui, je pense, a toute son importance. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir, en tout cas, de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle Victor Hugo à l'Assemblée nationale. Et j'espère vous retrouver tout à l'heure pour que vous me débriefiez un peu de l'ensemble des échanges dans le détail, de ce qui a pu être dit aujourd'hui et de ce que nous pouvons retenir également de notre côté et voir quelles actions pourraient découler de cette journée d'échange. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence, pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Je saisis l'occasion encore pour renouveler mes remerciements, ma gratitude aussi à Monsieur le Premier ministre Kouyaté qui a été avec moi en Côte d'Ivoire, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup orienté. J'ai beaucoup appris de lui parce qu'à un moment donné, c'était très difficile et c'est chez lui que les deux parties pouvaient se réunir pour trouver un compromis. Sinon, ce n'était pas possible. Vous voyez donc la nature, la qualité de l'homme. Et donc, je saisis l'occasion pour le remercier et lui dire, Monsieur le Premier ministre, vos efforts, vos conseils ont abouti à ça. Et je vous en remercie beaucoup. Merci. Oui, c'est d'abord une sorte de think tank. On vient, on soumet les idées. Mais comme je le dis, pour toute association comme, n'est-ce pas, Croissance Plus, il faut un suivi. C'est ce qui manque souvent. Si on peut se rendre vendable aux États. Quand vous faites de telles rencontres, il faut être sûr que ça sera partagé. Et au niveau les plus névralgiques, pour que les conclusions aient une chance d'être appliquées. Je suis certain qu'on a à la tête de Croissance Plus quelqu'un d'une ténacité, n'est-ce pas, presque irrésistible. Et il a beaucoup de volonté pour l'Afrique. Il sait que l'Afrique a besoin de telles structures, parce que rien que pour aller déjà de l'idée de partenariat public-privé à l'idée du partenariat privé-privé, renforcé par l'État, je crois que c'est quelque chose de nouveau et c'est salutaire. C'est parce que simplement, au moment où on conçoit la conception, il faut être sûr, connaître les schémas. Et comme je l'ai dit, ne pas hésiter à faire le croisement avec ceux de l'extérieur.
Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de prendre de la force, les entreprises africaines, mais ils ont dû passer par, n'est-ce pas, une sorte de connexion avec ceux de l'extérieur. Dangote, en fait, il a la tête, mais il a mis un architecte, je dirais architecte, parce que c'est lui qui mène la boîte véritablement. C'est un Indien, mais qui fait un travail extraordinaire. Il ne faut pas du tout avoir de complexe là-dessus. C'est comme ça que les autres l'ont fait avec d'autres peuples. Alors ce croisement-là nous permettra de faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire et de nous habituer à le faire. Excellence, ça vous fait quoi d'être l'invité d'honneur de cette année? Bon, ça me fait plaisir, surtout que je dois recevoir tout de suite un prix et je crois que cela m'honore à plus d'un titre. C'est parce qu'on ne respecte aucune norme. Vous savez qu'à l'heure actuelle, ce sont les manguiers qu'on est en train de couper dans certains pays pour les transformer en charbon. Vous pensez que c'est faisable ça? Vous pensez que c'est normal? Et nos gouvernements sont assis, on regarde. Et il faut mettre des bornes, il faut savoir cultiver le civisme. Quand on coupe un manguier pour en extraire simplement le charbon, on affame les hommes, d'une part, pour envoyer des produits secondaires pour faire leur cuisine. À quoi ça sert tout ça? Il y a des rivières aujourd'hui qui ont disparu dans certains pays africains, qui n'existent plus. Mais on continue à faire les mêmes cartes avec les mêmes rivières. La géographie même est déjà faussée. Donc ce sont des questions pratiques qu'il faut prendre. Quand 2, 3, 4, 5, 6 pays se partagent le même fleuve, il faut éviter que celui qui est en amont fasse des œuvres qui arrêtent le débit normal de l'eau vers les autres pays. Mais tout cela se mène de façon collégiale. Je crois qu'on n'est pas trop conscient des dangers, n'est-ce pas, de la menace du climat. Et soyez sûr que les îles qu'on a, parce qu'on a beaucoup d'îles, ces îles qu'on a, il y en a, on a même plus de 5 en réalité. Mais c'est les îles de Kassa, les îles de Los qui sont connues. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres îles. Mais soyez sûr que ces îles sont aussi menacées que partout dans le monde, à cause de la montée des eaux. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut savoir prévoir et savoir prévenir surtout. Si on le fait, alors on contribuera à la stabilisation de l'environnement. Oui, donc l'organisation de la conférence se fait sur le thème de la croissance partagée et plus particulièrement sur le partenariat privé-privé performé par le public. C'est-à-dire que l'association d'entreprises qui pourront ensemble être les moteurs dans les pays. Et nous sommes très heureux ici de pouvoir recevoir Lansana Kouyaté qui a à chaque fois une vision très intéressante et qui permet à l'Afrique d'avoir une envie de pouvoir se dépasser et surtout, je pense, pour son pays qui sera excellente. Voilà, en tout cas, merci à Monsieur le Premier ministre d'être venu nous rencontrer, de nous faire part de son expérience et surtout de sa vision sur le partenariat privé-privé performé par le public.